Le cœur du réacteur était en train de fondre, 13 assemblages combustibles. Chacun d'entre eux était un cylindre d'uranium métallique conçu avec précision. Chacun d'entre eux était désormais en surchauffe, dépassant les limites prévues dans l'obscurité estivale de 1959. À une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles, sur une crête entre Simi Valley et San Fernando Valley, le premier réacteur nucléaire commercial américain était en train de s'autodétruire. Et presque personne ne le savait. Le Sodium Reactor Experiment, SRE, était installé sur un terrain vallonné de 115 hectares appelé Santa Susana Field Laboratory. North American Aviation avait choisi ce site isolé en 1947 pour tester des moteurs de fusée. En 1948, l'entreprise construisait à la fois des fusées et des réacteurs nucléaires sur ce même plateau isolé. Le réacteur avait connu des débuts prometteurs. Le 25 avril 1957, le SRE avait atteint sa criticité initiale. Le 12 juillet de la même année, il alimentait déjà le réseau électrique. 6 MW et demi d'électricité étaient acheminés vers la ville voisine de Moore Park. Une démonstration que l'énergie nucléaire pouvait alimenter les foyers américains. Mais, le 26 juillet 1959, tout a changé. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à liker et à vous abonner. Les signes avant-coureurs s'accumulaient depuis 2 semaines. Le SRE Run 14 a commencé en juillet avec des mesures de rayonnement inhabituelles, des variations de température qui n'auraient pas dû se produire. Le 13 juillet, une importante variation de puissance a fait grimper le réacteur à 14 MW. Les opérateurs se sont précipités pour l'arrêter manuellement. Ils l'ont quand même redémarré. C'est entre le 22 et le 24 juillet que les véritables dégâts se sont produits. À l'intérieur de la cuve du réacteur, les canaux de refroidissement au sodium se sont obstrués. Le métal liquide qui refroidissait le combustible uranium ne pouvait plus circuler correctement. Les températures ont dépassé la tolérance de l'uranium. Le métal a commencé à se dégrader. L'uranium a une propriété particulière. Lorsqu'il chauffe, il passe d'une structure cristalline à une autre, de la phase alpha à la phase bêta. Ce cycle thermique crée une contrainte. Lorsque cette contrainte s'ajoute au refroidissement bloqué, le revêtement protecteur autour du combustible commence à se fissurer. Et lorsque le revêtement cède dans un réacteur nucléaire, des matières radioactives s'échappent. Le 26 juillet, les opérateurs ont finalement arrêté le réacteur pour de bon. Lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, leurs pires craintes se sont confirmées. 13 des 43 assemblages combustibles présentaient une fusion partielle du revêtement. L'enceinte de confinement primaire est restée intacte, mais des produits de fission radioactifs se sont échappés dans le liquide de refroidissement au sodium. L'accident a libéré environ 982 curies de krypton, 85 et 115 000 curies de xénon 133. Ces gaz nobles ne sont pas restés dans le sodium. Ils se sont élevés dans l'espace de gaz de couverture du réacteur, attendant d'être évacués. Atomics International, la société qui exploitait le réacteur, a dû faire un choix. Garder les gaz radioactifs piégés indéfiniment ou les libérer dans l'atmosphère au-dessus du comté de Los Angeles. Elle a choisi de les évacuer. Au cours des 2 mois suivants, sous la supervision de la Commission de l'énergie atomique, les gaz radioactifs ont été lentement libérés des réservoirs de stockage par une cheminée. L'évacuation a atteint un pic de près de 2 fois 10 à la puissance moins 5 curies par seconde à la fin du mois de septembre. Mais il y avait autre chose dans ce cœur endommagé. Quelque chose dont la société ne voulait pas parler. Iode 131, césium 137. Il ne s'agissait pas de gaz nobles qui se dispersaient sans danger. Il s'agissait de produits de fission qui pouvaient se concentrer dans la glande thyroïde et les os humains. La société a détecté 25,8 curies d'iode et 31,6 curies de césium dans le sodium primaire. La question qui allait hanter Santa Susana pendant des décennies était la suivante. Quelle quantité de cet iode mortel s'était échappée dans l'air au-dessus de l'une des plus grandes villes des États-Unis? Atomics International affirmait qu'aucune quantité n'avait atteint l'atmosphère. Les gaz nobles avaient été évacués en toute sécurité, affirmait-il. L'iode était resté chimiquement lié au sodium de refroidissement. Mais, des décennies plus tard, des scientifiques indépendants remettront en cause cette version des faits. Ils estimeront que jusqu'à 1330 curies d'iode 131 auraient pu être libérées.
Si cela s'avère vrai, cela signifierait que la libération d'iode à Santa Susana aurait été 95 à 166 fois plus importante que celle de Three Mile Island. Le premier accident nucléaire majeur de l'histoire de l'énergie commerciale américaine s'était produit dans l'arrière-cour de Los Angeles, et pendant 20 ans, presque personne n'en a eu connaissance. Aucune alarme n'a retenti à Simi Valley, aucune évacuation n'a été ordonnée, aucune alerte sanitaire n'a été lancée. Les rapports d'accident de la Commission de l'énergie atomique n'ont pas été rendus publics. 700 exemplaires de l'évaluation des dommages ont été imprimés par Atomics International et marqués « non classifiés ». Mais ils n'ont jamais été rendus publics. Les personnes vivant sous le vent n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé cette nuit d'été de 1959. Mais la contamination radioactive n'est pas restée enfouie dans des rapports classifiés. Elle s'est infiltrée dans le sol. Elle s'est répandue dans les eaux souterraines. Elle est devenue partie intégrante du paysage que des familles allaient considérer comme leur foyer pendant des générations. Et comme nous allons le découvrir, les conséquences de cette nuit de juillet se font encore sentir aujourd'hui. Le nettoyage a commencé immédiatement, mais les questions allaient subsister pendant des décennies. Quelques heures après la découverte des assemblages combustibles fondus, Atomics International a lancé une enquête interne. La Commission de l'énergie atomique exigeait des réponses. Comment le réacteur phare des États-Unis avait-il pu subir des dommages aussi catastrophiques? Et surtout, qu'est-ce qui s'était réellement échappé dans l'air au-dessus de Los Angeles? La priorité absolue de l'entreprise n'était pas la sécurité publique, c'était le contrôle des dommages. Le 15 novembre 1959, Atomics International a publié son rapport intermédiaire sur les dommages causés aux éléments combustibles SRE. Le document comptait des centaines de pages, des schémas techniques, des mesures de rayonnement, des analyses métallurgiques des barres de combustible défectueuses, mais il révélait une vérité troublante sur le déroulement de l'accident. La cause profonde était d'une simplicité élégante et d'une prévisibilité catastrophique. Les canaux de refroidissement au sodium s'étaient rebouchés. Le métal liquide qui refroidissait le combustible à l'uranium ne pouvait plus circuler correctement dans le cœur du réacteur. Les températures ont dépassé les limites prévues. Ce qui s'est passé ensuite est un exemple classique de défaillance en cascade. À mesure que l'uranium chauffait, il subissait des cycles thermiques entre ses phases cristallines alpha et bêta. Chaque variation de température créait une contrainte mécanique dans le métal. Le gainage protecteur autour de chaque assemblage combustible a commencé à se fissurer sous l'effet des dilatations et contractions répétées. Lorsque le gainage d'un réacteur nucléaire est défaillant, la barrière entre le combustible radioactif et le système de refroidissement disparaît. Les produits de fission se sont directement déversés dans le liquide de refroidissement primaire au sodium. Mais la cuve du réacteur a tenu bon. L'enceinte de confinement primaire est restée intacte. D'un point de vue technique, l'accident aurait pu être bien pire. Le cœur endommagé est resté immergé dans le sodium. Aucun combustible n'a fondu à travers le fond du réacteur. Aucune explosion de vapeur ne s'est produite. Pourtant, les preuves étaient indéniables. 13 assemblages combustibles avaient subi une fusion partielle de leur gainage. La contamination radioactive s'était propagée dans tout le système de refroidissement primaire, et les opérateurs avaient continué à faire fonctionner le réacteur pendant plusieurs jours après l'apparition des premiers signes avant-coureurs. Le 24 juillet, des techniciens désespérés ont tenté de secouer le combustible, c'est-à-dire de secouer physiquement les assemblages combustibles pour déloger les obstructions suspectées. Il s'agissait d'un dernier effort pour rétablir le flux de refroidissement. Il a échoué. L'arrêt définitif a eu lieu 2 jours plus tard, lorsque les niveaux de radiation à l'intérieur du bâtiment du réacteur ont dépassé les limites de sécurité. La Commission de l'énergie atomique a supervisé tous les aspects du nettoyage. Le sodium contaminé a été drainé et traité. Les pièces intérieures ont été décontaminées sous la supervision des autorités fédérales. La surveillance de l'air s'est poursuivie tout au long du processus d'assainissement. En 1961, Atomics International a publié son rapport final sur l'accident, répertoriant les leçons apprises et les améliorations apportées en matière de sécurité. Puis vint une décision qui a choqué l'industrie nucléaire. L'entreprise voulait redémarrer le réacteur. Après avoir remplacé le cœur endommagé par de nouveaux assemblages combustibles,
SRE a repris ses activités en septembre 1960. De nouveaux instruments permettaient de surveiller plus précisément le débit du liquide de refroidissement. Les limites d'exploitation ont été révisées afin d'éviter toute surchauffe. Le réacteur a fonctionné pendant près de 4 ans avant son arrêt définitif, le 15 février 1964. Mais le redémarrage a soulevé des questions dérangeantes. Si l'accident avait été aussi grave que l'indiquent les rapports techniques, pourquoi prendre le risque de remettre le réacteur en service? Si les rejets radioactifs avaient été minimes, pourquoi dépenser des millions pour de nouveaux systèmes de sécurité? Le décalage entre les assurances publiques et les actions privées suggérait que quelque chose de plus important s'était produit cette nuit de juillet. Pendant ce temps, l'ensemble du site de Santa Susana continuait à développer ses programmes de recherche nucléaire. En 1966, l'Energy Technology Engineering Center, ETEC, a été créé dans la zone 4 du complexe. L'ETEC allait tester des composants de réacteurs à métal liquide pendant les 2 décennies suivantes. 10 petits réacteurs expérimentaux fonctionnaient sur le site à l'apogée de la recherche nucléaire. Les travailleurs de Santa Susana développaient des technologies de pointe, des moteurs de fusée qui propulseraient les missions lunaires, des réacteurs nucléaires qui pourraient révolutionner l'énergie américaine. Mais ils étaient également exposés à des niveaux de radiation qui seraient considérés comme inacceptables aujourd'hui. Des décennies plus tard, des études épidémiologiques révéleront des taux de cancer élevés chez les travailleurs de Rocketdyne exposés aux radiations. Une étude de l'UCLA, réalisée en juin 1997, fait état d'une augmentation de la mortalité par cancer chez les travailleurs. Une étude financée par Boeing et portant sur 83-72 employés chargés des essais de fusées confirmait les risques pour la santé liés à l'exposition à des produits chimiques, en particulier l'hydrazine. Mais en 1959, ces effets sur la santé étaient encore loin d'être reconnus. L'accident avait révélé un problème fondamental dans l'approche de l'industrie nucléaire en matière de sécurité publique. Des rapports techniques remplis de mesures précises et d'analyses techniques. Une surveillance réglementaire par les agences fédérales. Des assurances de la part des entreprises quant à un impact minimal sur l'environnement. Pourtant, la question la plus fondamentale restait sans réponse. Des niveaux dangereux d'iode radioactif avaient-ils été libérés au-dessus des zones peuplées du comté de Los Angeles? Atomics International a insisté sur le fait que l'iode 131 était resté chimiquement lié au sodium de refroidissement sous forme d'iodure de sodium. Leurs mesures n'ont montré que des gaz nobles dans l'espace de gaz de couverture du réacteur. La surveillance de la cheminée pendant la période de ventilation de 2 mois n'a détecté aucun rejet d'iode supérieur au niveau de fond. Les échantillons d'air prélevés à Santa Susana et Van Owen n'ont montré aucune augmentation de la radioactivité atmosphérique par rapport à la normale pour juillet 1959. La position de l'entreprise était claire. Il s'agissait d'un accident industriel grave mais maîtrisé. Aucune radiation significative ne s'était échappée au-delà des limites de l'installation. Aucune menace pour la santé publique ne s'était matérialisée. Cette version des faits allait tenir pendant 20 ans. Mais dans les années 1980, des scientifiques indépendants ont commencé à poser des questions plus difficiles sur ce qui s'était réellement passé pendant ces jours critiques de juillet. Leur reconstitution de l'accident ont brossé un tableau beaucoup plus inquiétant des rejets potentiels d'iode. Et leurs estimations suggèrent que des milliers de curies de matière radioactive auraient pu se disperser au-dessus des quartiers résidentiels endormis de la vallée de San Fernando. Le débat scientifique sur l'impact réel de Santa Susana ne faisait que commencer, et les enjeux ne pouvaient être plus importants pour les millions de personnes qui vivaient à Los Angeles. Pendant 20 ans, la vérité était restée enfouie dans des dossiers classifiés. Puis, en 1979, 3 Mile Island a fondu. Soudain, les Américains ont voulu connaître tous les accidents nucléaires qui s'étaient produits sur leur sol. Les journalistes d'investigation ont commencé à fouiller dans les archives de la Commission de l'énergie atomique. Ce qu'ils ont trouvé dans les dossiers de Santa Susana allait choquer la nation. L'accident n'était pas un simple dysfonctionnement technique. Il s'agissait de la première fusion nucléaire commerciale aux États-Unis. Et elle s'était produite dans l'arrière-cour de Los Angeles. Mais la véritable bombe a éclaté lorsque des scientifiques indépendants ont commencé à reconstituer ce qui avait réellement été rejeté dans l'atmosphère. Le docteur Arjun Makhijani et David Lochbaum,
n'étaient pas des initiés de l'industrie. Ils étaient des défenseurs de la sécurité nucléaire ayant accès aux mêmes données techniques que celles utilisées par Atomics International des décennies plus tôt. Mais leur analyse aboutit à des conclusions radicalement différentes quant à la quantité d'iode radioactif qui s'était échappé lors de l'accident. Leur estimation était stupéfiante. Jusqu'à 1330 curies d'iode 131 auraient été rejetées dans l'air au-dessus du comté de Los Angeles. Pour mettre ce chiffre en perspective, Three Mile Island a libéré entre 8 et 14 curies d'iode lors de sa célèbre fusion nucléaire de 1979. Si Makijani et Lochbaum avaient raison, Santa Susana avait libéré 95 à 166 fois plus d'iode radioactif que l'accident qui avait transformé la politique nucléaire américaine. Le ministère de l'Énergie a immédiatement riposté. En 2005, le DOE a commandé sa propre expertise sur les rejets de Santa Susana. John Daniel Sr., un vétéran des opérations de nettoyage de Three Mile Island, a dirigé l'enquête technique. Jerry Christian, ingénieur nucléaire de l'Idaho National Laboratory, a analysé le comportement de l'iode dans le combustible SRE endommagé. Leurs conclusions étaient sans ambiguïté. Makijani et Lochbaum avaient tort. Le rapport de Daniel a méthodiquement démantelé la reconstruction alternative. L'iode 131 était resté chimiquement lié au sodium primaire sous forme d'iodure de sodium, comme l'avait affirmé Atomics International. La liaison chimique était stable. Il n'existait aucun mécanisme permettant un transfert significatif d'iode du sodium de refroidissement vers l'espace de gaz de couverture du réacteur. La surveillance des cheminées pendant la période de ventilation n'avait détecté que des gaz nobles. Le xénon 133 et le krypton 85 avaient été libérés comme prévu. Mais les échantillons d'air ambiant n'ont montré aucune augmentation de l'iode au-dessus des niveaux de fond aux stations de surveillance de Santa Susana ou de Van Owen. Le rapport du DOE a noté que la fraction d'iode dans l'air supposée par Makijani, soit 7 centièmes, dépassait largement les 300 millièmes de Three Mile Island. Une différence aussi importante nécessitait une explication extraordinaire. Aucune n'existait dans les preuves physiques. Mais le débat scientifique avait déjà déclenché une controverse plus large sur le secret nucléaire et la santé publique. Les militants communautaires de Simi Valley et de San Fernando Valley posèrent des questions dérangeantes. Si une fusion partielle s'était produite à une 50aine de kilomètres du centre-ville de Los Angeles, pourquoi les habitants n'avaient-ils pas été avertis? Pourquoi avait-il fallu 20 ans pour que l'accident soit rendu public? Et quels impacts sur la santé auraient pu résulter de décennies d'exposition à de faibles niveaux de radiation? En mars 2007, l'école de santé publique de l'UCLA a publié une étude fracassante. Le docteur Hal Morgenstern avait analysé les taux d'incidence du cancer dans les communautés environnantes de Santa Susana. Ses conclusions suggéraient des taux élevés de certains cancers dans les zones les plus proches de l'installation. La méthodologie était complexe et les résultats s'accompagnaient d'importantes réserves. Les études épidémiologiques sur l'exposition environnementale sont notoirement difficiles. Facteurs de confusion multiples, échantillons de petite taille, longue période de latence entre l'exposition et la maladie. Mais l'étude a fourni le premier aperçu systématique des impacts sur la santé communautaire autour de Santa Susana. Les scientifiques de l'industrie ont immédiatement contesté les conclusions de Morgenstern. Le docteur William Blow a publié une critique détaillée, remettant en question les méthodes et la validité statistique de l'étude. Le débat scientifique sur les effets sur la santé de la communauté est devenu aussi controversé que celui sur les rejets radioactifs. Entre-temps, une autre étude de l'UCLA avait déjà documenté une augmentation de la mortalité par cancer chez les travailleurs de Rocketdyne exposés aux radiations. Le rapport de juin 1997 a mis en évidence des risques évidents pour la santé des employés qui avaient travaillé directement avec des matières radioactives à Santa Susana. Boeing a commandé sa propre étude sur la santé de ses employés, portant sur 83 sous 72 employés du SSFL. Les résultats ont confirmé les risques d'exposition aux produits chimiques, en particulier à l'hydrazine et à d'autres carburants de fusée. Mais les conclusions sur l'exposition aux radiations sont restées contestées. Avant de replonger dans le sujet, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.
Les études sur la santé ont révélé une tendance inquiétante. Chaque enquête scientifique semblait aboutir à des conclusions différentes selon le financeur de la recherche. Les études financées par l'industrie concluaient à des risques minimes pour la santé. Les recherches universitaires indépendantes suggéraient des impacts significatifs. Les agences gouvernementales se situaient entre les deux. Pour les communautés vivant autour de Santa Susana, l'incertitude scientifique était exaspérante. Des familles vivaient depuis des décennies à quelques kilomètres d'une installation qui avait subi une fusion nucléaire partielle. Les enfants avaient joué dans des zones potentiellement contaminées par des débris radioactifs. Les jardins avaient été arrosés avec de l'eau souterraine, pouvant contenir des traces de déchets nucléaires. Mais personne ne pouvait affirmer avec certitude si leur taux de cancer était supérieur à la normale. Personne ne pouvait prouver si l'accident de 1959 avait eu des effets à long terme sur la santé. La communauté scientifique restait divisée sur des questions fondamentales concernant les rejets radioactifs et les voies d'exposition. Tout le monde s'accordait à dire que l'accident aurait pu être évité. La conception du réacteur était défectueuse dès le départ. La méthode de construction en amont utilisait un sol instable qui avait déjà été compromis par des activités minières antérieures. Le système de refroidissement au sodium ne disposait pas d'un contrôle adéquat du débit. Les systèmes d'alerte n'étaient pas assez sensibles pour détecter les premiers stades de l'endommagement du combustible. Plus grave encore, les opérateurs avaient continué à faire fonctionner le réacteur pendant plusieurs jours après l'apparition des premiers signes de problème. La perturbation électrique du 13 juillet aurait dû déclencher un arrêt immédiat et une inspection de sécurité. Au lieu de cela, l'installation a repris ses activités et a laissé les dommages s'aggraver. L'enquête sur l'accident a révélé une tendance à la réduction des coûts et au contournement des réglementations qui allaient devenir courantes dans l'industrie nucléaire. Des normes de sécurité théoriques sur le papier, une mise en œuvre inadéquate dans la pratique, une surveillance réglementaire qui s'appuyait trop fortement sur les autodéclarations de l'industrie. Mais l'héritage de Santa Susana s'étendait bien au-delà de l'accident de 1959. L'installation avait exploité 10 petits réacteurs expérimentaux pendant plusieurs décennies. Les essais de fusées chimiques avaient contaminé le sol avec du perchlorate, du trichloroéthylène et d'autres composés toxiques. Le site était devenu un casse-tête environnemental complexe qui défiait toute solution de nettoyage simple. Au début des années 2000, 3 agences fédérales différentes étaient responsables de différentes parties de l'installation. La NASA était propriétaire de la zone 2. Le ministère de l'Énergie contrôlait la zone 4. Boeing avait acquis la plupart des terres restantes et hérité de la responsabilité de la contamination chimique dans plusieurs zones. Chaque agence a abordé le nettoyage avec des normes et des délais différents. La NASA et le ministère de l'Énergie avaient signé des ordonnances administratives consensuelles exigeant le nettoyage des sols jusqu'à des niveaux de fond dans leurs zones respectives. Boeing a négocié une voie de nettoyage basée sur les risques qui permettaient de laisser subsister une certaine contamination si celle-ci présentait des risques acceptables à long terme. Il en résulta un ensemble disparate de normes de nettoyage qui ne satisfaisaient personne. Les groupes communautaires exigeaient une remise en état complète de l'ensemble du site. L'industrie plaidait en faveur d'une gestion des risques rentable. Les régulateurs s'efforçaient de trouver un équilibre entre des exigences contradictoires tout en garantissant la sécurité publique. Et derrière tous ces débats se cachait la question fondamentale qui hantait Santa Susana depuis 65 ans. Que s'était-il réellement passé cette nuit de juillet 1959 et les habitants de Los Angeles en payaient-ils encore le prix? La réponse déterminerait non seulement l'avenir d'un site contaminé, mais aussi la crédibilité de l'approche de toute une industrie en matière de sûreté nucléaire. En 2018, Santa Susana était devenu le site de dépollution environnementale le plus controversé de Californie. 3 agences fédérales, plusieurs régulateurs étatiques, des normes de dépollution concurrentes. Et puis, la nature est intervenue avec une force dévastatrice. L'incendie Woolsey a débuté le 8 novembre 2018. Les vents de Santa Ana soufflèrent à plus de 110 km/h. La sécheresse avait transformé les collines de Simi en une poudrière. En quelques heures, les flammes se sont propagées à travers le paysage contaminé du laboratoire de Santa Susana. Pour les communautés situées sous le vent,
L'incendie a déclenché leur pire cauchemar. La contamination radioactive du sol et des produits chimiques s'est élevée dans des panaches de fumée et s'est propagée à travers le comté de Los Angeles. Des cendres sont tombées sur les écoles et les terrains de jeu. Les familles ont été évacuées non seulement à cause des flammes, mais aussi à cause du risque d'inhaler des déchets nucléaires vieux de plusieurs décennies. La réponse a été immédiate et complète. Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a déployé des moniteurs d'air dans toute la région. Le département de la santé publique de Californie a commencé à prélever des échantillons de fumée et de cendres pour détecter toute contamination radioactive. Les équipes d'urgence ont collecté des centaines d'échantillons environnementaux dans les zones où les cendres s'étaient déposées. Leur conclusion était rassurante. Aucune radiation supérieure au niveau de fond n'a été détectée dans les échantillons prélevés hors site. Aucun risque radiologique lié à la fumée ou aux cendres de l'incendie. La contamination à Santa Susana semblait être restée largement contenue pendant l'incendie. Mais l'incendie de Woolsey a mis en évidence un problème fondamental dans le processus de nettoyage. Après près de 60 ans, le site contenait encore suffisamment de contamination pour susciter des inquiétudes pour la santé publique en cas de catastrophe naturelle. Et la multitude d'agences responsables signifiait qu'aucune entité ne pouvait fournir de réponse claire sur la sécurité à long terme. La NASA contrôlait la zone 2 dans le cadre d'une déclaration d'impact environnemental fédérale achevée en 2018. Ces normes de nettoyage exigeaient la démolition des structures contaminées et la remise en état des sols au niveau de fond. Les travaux se déroulaient conformément au registre de décision établi. Le ministère de l'Énergie gérait la zone 4, où l'accident du réacteur de 1959 s'était produit. Le ministère de l'Énergie avait signé en 2010 un arrêté administratif exigeant un nettoyage au niveau de fond à l'aide de valeurs normalisées tirées d'un tableau de référence. Mais en décembre 2024, l'agence a annoncé son intention de préparer une déclaration d'impact environnemental supplémentaire qui pourrait potentiellement réviser ces normes de nettoyage. Boeing a hérité de la plus grande partie du site lorsqu'elle a acquis 2398 acres en 1996. La société est devenue responsable des zones 1 et 3, ainsi que des zones tampons contaminées par des décennies d'essais chimiques de fusées. Perchlorate provenant de combustibles solides pour fusées. Trichloroéthylène provenant d'opérations de nettoyage des métaux. Dioxines et PCB provenant de processus industriels. Métaux lourds qui s'étaient infiltrés dans les eaux souterraines. Le nettoyage de Boeing a été bloqué pendant des années par des litiges réglementaires et des contestations judiciaires. Les groupes communautaires ont exigé une remise en état complète. L'entreprise a plaidé en faveur de normes basées sur les risques qui permettraient de laisser subsister une certaine contamination si les risques d'exposition à long terme restaient dans des limites acceptables. En mai 2022, Boeing et le département californien de contrôle des substances toxiques ont conclu un accord historique. L'entreprise a accepté une procédure de nettoyage basée sur les risques, avec des normes strictes en matière de contamination radioactive. Les radionucléides seraient nettoyés jusqu'à atteindre les niveaux de fond. La contamination chimique serait traitée selon un scénario de protection résident avec jardin. L'accord prévoyait des mesures coercitives, des sanctions civiles pouvant atteindre 70 000 $ par jour en cas de non-respect. Un processus de résolution des litiges en 3 étapes se terminant par un arbitrage judiciaire. Boeing ne pouvait pas contester les normes de nettoyage de l'État, mais les associations locales ont immédiatement contesté l'accord. Elles ont fait valoir que le nettoyage basé sur les risques était un euphémisme pour laisser la contamination en place. Des litiges et des mémoires juridiques ont été déposés en 2025 pour exiger des normes de remédiation plus strictes. Le litige reflétait une frustration plus profonde quant à la manière dont les décisions en matière de nettoyage environnemental étaient prises. Des évaluations techniques des risques qui s'appuyaient sur des modélisations complexes et des projections statistiques. Des normes réglementaires qui mettaient en balance la sécurité publique et la faisabilité économique. La contribution de la communauté qui se sentait souvent marginalisée au profit des préoccupations de l'industrie. Pour les habitants de Simi Valley, Chatsworth, West Hills, Canoga Park et Thousand Oaks,
les débats techniques passaient à côté d'un point fondamental. Leur famille vivait depuis des décennies à moins de 10 à 20 kilomètres d'une installation qui avait subi une fusion nucléaire partielle et 60 ans de contamination chimique. Ils voulaient que le site soit complètement nettoyé et non géré comme un risque acceptable. La contamination des eaux souterraines justifiait à elle seule leur préoccupation. Le DTSC a maintenu une surveillance complète des 56 puits du site dans la zone 4. Des panaches de trichloroéthylène s'étendaient au-delà des limites de l'installation. Le perchlorate avait migré à travers la roche fracturée selon des schémas imprévisibles. Des métaux lourds persistaient dans le sol et les sédiments sur l'ensemble du site. L'ordonnance de consentement 2007 régissant l'assainissement des eaux souterraines restait en vigueur, mais les progrès étaient lents. L'hydrogéologie des collines de Simi compliquait les efforts d'assainissement. La roche fracturée permettait aux contaminants de migrer selon des schémas tridimensionnels complexes qui défiaient les technologies conventionnelles de pompage et de traitement. Entre-temps, le cadre réglementaire était devenu de plus en plus complexe. Le DTSC était le principal organisme de réglementation de l'État. L'EPA coordonnait la surveillance fédérale. Le département californien de la santé publique surveillait les impacts sur la santé de la communauté. Le Conseil régional de contrôle de la qualité de l'eau appliquait les normes relatives aux eaux de surface et souterraines. Chaque agence apportait des priorités et des pouvoirs juridiques différents au processus d'assainissement. Il en résulta un labyrinthe réglementaire qui frustra toutes les parties concernées. Les groupes communautaires ne pouvaient obtenir de réponses claires sur le calendrier de l'assainissement. Les entreprises étaient confrontées à des exigences qui se chevauchaient et parfois contradictoires de la part de plusieurs agences. Les régulateurs avaient du mal à coordonner des mandats concurrents tout en assurant la protection du public. Et derrière toute cette complexité réglementaire se cachait une question fondamentale qui n'avait jamais trouvé de réponse définitive. Quels étaient les effets à long terme sur la santé de vivre près de Santa Susana? Les études sur la santé des travailleurs avaient documenté les risques professionnels pour les employés directement exposés aux radiations et aux produits chimiques. Les études sur la santé de la communauté suggéraient une possible augmentation des taux de cancer dans les basses zones voisines, mais avec des limites méthodologiques importantes. Aucune enquête épidémiologique complète n'avait jamais été menée avec une puissance statistique suffisante pour détecter les effets subtils sur la santé de la population. Pour de nombreux habitants, l'absence de données sanitaires définitives était perçue comme une nouvelle forme d'abandon. Leurs préoccupations avaient été rejetées pendant des décennies comme des craintes non scientifiques. Leurs demandes de surveillance sanitaire complète avaient été rejetées comme trop coûteuses ou méthodologiquement irréalisables. Leur communauté étaient devenus les participants involontaires d'une expérience à long terme sur l'exposition à de faibles niveaux de rayonnement. Le rapport final sur l'impact environnemental de 2023 a fourni le cadre réglementaire pour la mise en œuvre du nettoyage de l'ensemble du site. Mais la complexité technique du document le rendait pratiquement inaccessible aux membres de la communauté qui voulaient simplement savoir quand leur quartier serait sûr. En 2025, le nettoyage des sols et des eaux souterraines par Boeing était en attente des décisions finales du DTSC. Le DOE préparait sa déclaration d'impact environnemental supplémentaire pour la zone 4. La NASA continuait à suivre son plan de nettoyage précédemment établi. Chaque agence avançait selon un calendrier distinct, avec des normes et des processus de participation publique différents. Cette approche fragmentée reflétait les défis plus larges de la politique environnementale américaine. Des sites contaminés complexes qui dépassaient les limites juridictionnelles. Des cadres réglementaires conçus pour une pollution ponctuelle simple, incapables de traiter 60 ans de contamination radioactive et chimique mixte. La confiance de la communauté, érodée par des décennies de secrets et de promesses non tenues. Mais Santa Susana représentait également quelque chose de plus troublant dans la manière dont les risques technologiques étaient gérés dans la société américaine. L'installation avait été construite pour développer des technologies militaires et civiles de pointe, des moteurs de fusée qui alimenteraient le programme spatial, des réacteurs nucléaires qui pourraient révolutionner la production d'énergie. Les avantages potentiels avaient justifié l'acceptation de risques sans précédent.
Lorsque ces risques se sont concrétisés sous forme d'accidents et de contamination, les coûts ont été externalisés vers les communautés environnantes, des résidents qui n'avaient pas eu leur mot à dire dans les décisions initiales d'implantation, des familles qui n'ont tiré aucun bénéfice des développements technologiques, des enfants qui ont hérité de responsabilités environnementales qu'ils n'avaient pas contribué à créer. Les débats sur le nettoyage ne portaient pas vraiment sur les normes techniques ou les procédures réglementaires. Ils portaient sur la question de savoir qui paie le prix lorsque les technologies transformatrices tournent mal, et si les communautés ont un pouvoir significatif pour demander des comptes aux institutions qui façonnent leur avenir environnemental. Le schéma devenait indéniable. Santa Susana n'était pas un cas isolé de secret nucléaire. Il s'inscrivait dans le cadre d'une campagne systématique visant à cacher les accidents atomiques au peuple américain. Partout dans le pays, des histoires similaires émergeaient des archives déclassifiées. La réserve nucléaire de Hanford, dans l'État de Washington, avait rejeté d'énormes quantités d'iode radioactif dans la vallée du fleuve Columbia tout au long des années 1940 et 1950. Le site d'essai du Nevada avait exposé les communautés situées sous le vent aux retombées de plus d'une centaine d'essais nucléaires atmosphériques. Rocky Flats, dans le Colorado, avait subi des incendies de plutonium et des incidents de contamination qui n'avaient pas été révélés pendant des décennies. Dans tous les cas, le schéma était identique. Des accidents se produisaient. Des radiations étaient libérées. Les communautés étaient exposées. Et le gouvernement a insisté sur le fait que tout était sûr. La Commission de l'énergie atomique avait perfectionné l'art de la gestion des dommages nucléaires. Classer les rapports techniques, minimiser les déclarations publiques, souligner que tout rejet était dans les limites acceptables, présenter les préoccupations de la communauté comme des craintes infondées plutôt que comme des questions légitimes de sécurité. Santa Susana correspondait parfaitement à ce modèle. Lorsque des scientifiques indépendants ont enfin eu accès au dossier de l'accident dans les années 1980, ils ont découvert à quel point le public avait été tenu dans l'ignorance. L'accident de 1959 n'avait jamais été officiellement annoncé aux communautés voisines. Aucune alerte sanitaire n'a été émise pendant les 2 mois qu'a duré la ventilation. Aucune donnée de surveillance environnementale n'a été communiquée aux autorités locales. Les habitants de Simi Valley et de San Fernando Valley sont restés totalement ignorants du fait qu'une fusion nucléaire partielle s'était produite à une 50aine de kilomètres du centre-ville de Los Angeles. Plus inquiétant encore, les rapports techniques ont révélé la gravité de l'accident. Les documents du ministère de l'Énergie ont montré que les opérateurs du réacteur avaient ignoré de multiples signes avant-coureurs avant que les dommages causés au combustible ne deviennent irréversibles. Les températures avaient augmenté pendant plusieurs jours. Les niveaux de radiation dans le système de refroidissement primaire étaient en hausse. Les mesures de débit indiquaient que les canaux de refroidissement étaient obstrués, mais les calendriers de production et les engagements de démonstration ont pris le pas sur les protocoles de sécurité. Le réacteur produisait de l'électricité pour le réseau. Des politiciens et des dirigeants de services publics visitaient l'installation pour découvrir l'avenir nucléaire de l'Amérique. Un arrêt pour des inspections de sécurité aurait été embarrassant pour la Commission de l'énergie atomique et Atomics International. Ils ont donc maintenu le réacteur en fonctionnement jusqu'à ce qu'une défaillance catastrophique oblige à un arrêt d'urgence. Les dommages causés au combustible étaient importants lorsque les techniciens ont finalement examiné le cœur. 13 assemblages présentaient une fusion partielle du gainage. L'uranium métallique s'était oxydé lorsque les barrières de protection avaient cédé. Des produits de fission s'étaient répandus dans tous les systèmes connectés. Mais la contamination s'est propagée bien au-delà de la cuve du réacteur elle-même. Du sodium radioactif avait circulé dans les pompes, les échangeurs de chaleur et les équipements auxiliaires de l'ensemble de l'installation. Lorsque le liquide de refroidissement contaminé a été vidangé pour être traité, toutes les surfaces avec lesquelles il était entré en contact ont dû être décontaminées. Le nettoyage a pris des années et coûté des millions de dollars. Des équipes spécialisées ont travaillé dans le respect de protocoles stricts de radioprotection. Les équipements contaminés ont dû être démantelés et éliminés comme des déchets nucléaires. Les surfaces des bâtiments ont dû être décontaminées à plusieurs reprises avant que les niveaux de radiation ne redescendent à des limites acceptables. Pourtant,
aucun de ces travaux de remise en état de grande envergure n'a été mentionné dans les déclarations publiques concernant l'accident. Les communiqués de presse de la Commission de l'énergie atomique ont souligné que la cuve du réacteur était restée intacte et qu'aucun rayonnement significatif ne s'était échappé de l'enceinte de l'installation. Le fossé entre la réalité technique privée et les messages de relations publiques était énorme. Les documents internes faisaient état d'un accident industriel grave, nécessitant un nettoyage complexe et des améliorations en matière de sécurité. Les déclarations publiques décrivaient un dysfonctionnement technique mineur sans conséquence pour l'environnement. Ce décalage n'était pas propre à Santa Susana. Il reflétait l'approche fondamentale de l'industrie nucléaire en matière de communication publique pendant la guerre froide. Les préoccupations de sécurité nationale justifiaient la rétention d'informations susceptibles de saper la confiance du public dans les programmes d'énergie atomique. La complexité technique servait de prétexte pour éviter d'expliquer en détail les causes et les conséquences des accidents. Il en résulta une érosion systématique du consentement éclairé sur les risques nucléaires. Les communautés vivaient à proximité d'installations présentant des risques potentiels pour la santé, mais elles ne disposaient pas des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur ces risques. Les parents élevaient leurs enfants dans des zones potentiellement contaminées, mais ils n'avaient pas accès aux données nécessaires pour évaluer la sécurité de leur famille. Les comparaisons internationales rendèrent le secret américain particulièrement troublant. L'incendie du réacteur britannique de Windscale en 1957 avait été rendu public en quelques jours. Les accidents nucléaires de l'Union soviétique restaient classifiés, mais les agences de renseignement occidentales suivaient les rejets radioactifs et avertissaient leur propre population des risques d'exposition potentielle. Il n'y avait qu'aux États-Unis que les accidents nucléaires disparaissaient dans des archives classifiées pendant des décennies. La démocratie même, qui était censée justifier les programmes nucléaires américains, est devenue victime du secret atomique. L'accident de Santa Susana en 1959 s'était produit au plus fort de cette culture du secret. La Commission de l'énergie atomique contrôlait tous les aspects de l'information nucléaire. Les scientifiques qui remettaient en question les affirmations officielles en matière de sécurité risquaient de perdre leur habilitation de sécurité et de voir leur carrière détruite. Les journalistes qui enquêtaient sur les accidents nucléaires voyaient leurs sources intimidées et leur accès bloqué. Le système fonctionnait parfaitement pour maintenir la confiance du public dans la technologie nucléaire. Les sondages d'opinion réalisés tout au long des années 1960 montraient un fort soutien au programme d'énergie atomique. Les communautés se disputaient de l'accueil d'installations nucléaires qui promettaient développement économique et prestige technologique. Mais le système a également créé les conditions propices à la répétition des accidents et à leur dissimulation. Lorsque les questions de sécurité ne pouvaient être discutées publiquement, elles n'étaient pas traitées de manière adéquate dans la conception et l'exploitation des installations. Lorsque les informations sur les accidents étaient classifiées, les leçons n'étaient pas tirées et partagées dans l'ensemble du secteur. Lorsque les communautés n'avaient pas accès aux données d'exposition, les effets sur la santé n'étaient pas correctement surveillés ou documentés. Lorsque Three Mile Island a imposé la transparence nucléaire en 1979, le mal était déjà fait. Des décennies d'accidents cachés avaient contaminé les paysages et exposé les populations dans l'ensemble du complexe d'armes nucléaires et de l'industrie électrique commerciale. Le coût réel des programmes d'énergie atomique devenait enfin visible. Santa Susana représentait l'un des premiers et des plus significatifs exemples de ce phénomène. Un grave accident nucléaire s'était produit près de l'un des plus grands centres urbains des États-Unis. La contamination radioactive s'était propagée dans une installation majeure. Le nettoyage avait nécessité des années de travaux intensifs. Mais pendant 20 ans, les habitants de Los Angeles n'ont rien su de ce qui s'était passé dans leur arrière-cour. Ils n'ont pas eu la possibilité d'exiger de meilleures normes de sécurité. Ils n'ont pas eu la possibilité de participer aux décisions concernant les niveaux de risque acceptables. Ils n'ont pas eu la possibilité de protéger leurs familles contre les voies d'exposition potentielles. L'industrie nucléaire avait pris ces décisions à leur place, en secret, sans leur consentement, sans rendre de compte. Et comme le montreront les batailles de nettoyage du XXIe siècle, les conséquences de cette trahison se font encore sentir des décennies plus tard. Aujourd'hui, 66 ans après la fusion, les habitants de Los Angeles attendent toujours des réponses.
Le 17 décembre 2024, le ministère de l'Énergie a annoncé son intention de préparer une déclaration d'impact environnemental supplémentaire pour la zone 4 et la zone tampon nord, la même zone où l'accident du réacteur de 1959 s'était produit, le même sol contaminé dont le nettoyage avait été promis depuis 2010. Cette annonce a pris de court les associations locales qui se battaient depuis des décennies pour obtenir une remise en état complète. La période de consultation publique a été prolongée jusqu'en 2025, mais le message était clair. Le gouvernement fédéral remettait en question son engagement à assainir complètement la partie la plus contaminée de Santa Susana. Pour les habitants de Simi Valley et de San Fernando Valley, l'annonce du ministère de l'Énergie ressemblait à une nouvelle trahison dans une longue histoire de promesses non tenues. Les ordonnances administratives sur consentement qui étaient censées garantir un nettoyage au niveau naturel, les accords de règlement qui ont été renégociés lorsque les coûts de nettoyage sont devenus trop élevés, les processus réglementaires qui semblaient conçus pour retarder la responsabilisation plutôt que pour protéger la santé publique. Le schéma était devenu prévisible. Les agences signaient des accords contraignants exigeant des normes de nettoyage strictes. Les années passaient, sans que les progrès ne soient significatifs. Puis de nouvelles études étaient commandées pour réévaluer la faisabilité technique et la rentabilité des engagements initiaux. L'accord conclu en 2022 entre Boeing et le DTSC avait suivi exactement cette trajectoire. Les groupes communautaires ont immédiatement intenté un procès pour contester la voie de nettoyage basée sur les risques, arguant qu'elle permettait à une contamination dangereuse de rester en place indéfiniment. Les mémoires juridiques soumis en 2025 exigeaient l'application des normes de nettoyage initiales, mais les entreprises et les agences responsables de Santa Susana avaient appris à utiliser la complexité comme une arme contre les demandes de la communauté. Des évaluations techniques des risques qui nécessitaient des diplômes supérieurs pour être comprises. Des processus réglementaires qui s'étendaient à plusieurs agences avec des juridictions qui se chevauchaient. Des procédures judiciaires qui pouvaient retarder les travaux de nettoyage réels pendant des années, voire des décennies. Pendant ce temps, la contamination continuait de se propager dans les systèmes d'eau souterraines sous les collines de Simi. 56 puits de surveillance dans la zone 4 seulement ont suivi les panaches de trichloroéthylène, de perchlorate et de métaux lourds se déplaçant à travers la roche fracturée vers les zones peuplées. L'ordonnance de consentement 2007 régissant le nettoyage des eaux souterraines restait en vigueur, mais les progrès se mesuraient en décennies plutôt qu'en années. La structure de surveillance réglementaire était devenue un labyrinthe bureaucratique. Le DTSC jouait le rôle de principal organisme de réglementation de l'État, tout en assurant la coordination avec le PA, le CDPH, le Regional Water Board, le DOE et la NASA. Chaque organisme apportait des autorités juridiques, des normes de nettoyage et des exigences de participation publique différentes. Il en résultait un système qui satisfaisait aux listes de contrôle de conformité réglementaire, mais qui ne parvenait pas à assurer une protection environnementale significative. Les membres de la communauté qui ont assisté aux réunions publiques se sont retrouvés confrontés à des présentations techniques sur les niveaux acceptables de risque de cancer et les intervalles de confiance statistiques. Leurs demandes de réponses simples sur la sécurité ont été accueillies par des explications complexes sur les voies d'exposition et la modélisation toxicologique. Leurs demandes d'assainissement complet ont été rejetées comme étant économiquement irréalisables ou scientifiquement inutiles. Le décalage entre l'évaluation technique des risques et les valeurs de la communauté était devenu une caractéristique déterminante de la politique environnementale moderne. Les régulateurs parlèrent le langage des probabilités statistiques et de l'analyse coût-bénéfice. Les résidents parlaient le langage de la sécurité familiale et de la protection préventive. Aucune des deux parties ne pouvait communiquer efficacement avec l'autre, mais derrière les débats techniques se cachèrent des questions fondamentales sur le pouvoir et la responsabilité dans la société américaine. Qui décide du niveau de contamination acceptable dans les quartiers résidentiels? Qui supporte les coûts lorsque des technologies de pointe causent des dommages environnementaux? Qui a le pouvoir d'imposer des risques pour la santé à des communautés qui ne tirent aucun bénéfice des activités dangereuses? À Santa Susana,
Ces questions ont trouvé une réponse au cours des 66 années de décisions prises par les entreprises et le gouvernement, qui ont toujours donné la priorité à l'efficacité économique plutôt qu'à la protection de la communauté. L'accident de 1959 a été dissimulé afin de protéger la réputation de l'industrie nucléaire. La contamination a pu se propager, tandis que les normes de nettoyage ont été renégociées à plusieurs reprises à la baisse. Les communautés ont été exclues de toute participation significative aux décisions qui affectaient leur santé à long terme. La position actuelle du ministère de l'Énergie sur l'accident de 1959 reflète cette tendance générale à éviter toute responsabilité institutionnelle. Son résumé de 2023 continue de qualifier les rejets atmosphériques de très limités et de bien inférieurs aux limites réglementaires. Il ne fait aucune mention des estimations contestées des rejets d'iode. Il ne reconnaît pas les 20 années de dissimulation. Il ne reconnaît pas les préoccupations sanitaires de la communauté qui persistent depuis des décennies. Le différend technique sur les rejets radioactifs était devenu le symbole de questions plus larges concernant la crédibilité institutionnelle. Si les agences gouvernementales et les entreprises nucléaires avaient été prêtes à dissimuler un accident majeur survenu dans un réacteur pendant 20 ans, pourquoi les communautés devraient-elles croire aux assurances actuelles concernant la sécurité et les progrès du nettoyage? Si les données de surveillance environnementale avaient été classifiées lors de l'accident initial, pourquoi les résidents devraient-ils croire aux affirmations actuelles concernant les niveaux de contamination de fond? Il ne s'agissait pas de questions politiques abstraites pour les familles vivant dans un rayon de 19 km autour de Santa Susana. Il s'agissait de décisions quotidiennes concernant la sécurité de leurs enfants lorsqu'ils jouaient dans les parcs locaux. Devaient-ils s'inquiéter des légumes cultivés dans leur jardin? Les cas de cancer inexpliqués dans leur quartier pouvaient-ils être liés à des décennies de contamination environnementale? L'absence d'études sanitaires définitives ne faisait qu'amplifier ces inquiétudes. Aucune enquête épidémiologique exhaustive n'avait jamais été menée avec une puissance statistique suffisante pour détecter les effets subtils sur la santé de la population d'une exposition à long terme à de faibles niveaux. Les études existantes présentaient toutes des limites méthodologiques qui empêchaient de tirer des conclusions définitives sur les impacts sur la santé de la communauté. Pour de nombreux habitants, l'absence de données sanitaires semblait délibérée. Une surveillance sanitaire exhaustive était coûteuse et pouvait révéler la responsabilité des expositions passées. Il était plus facile pour les parties responsables de prétendre que les impacts sur la santé n'étaient pas prouvés que de financer les études nécessaires pour les détecter. Pendant ce temps, l'exposition de la communauté se poursuivait. Les enfants grandissaient et avaient eux-mêmes des enfants dans des zones qui pourraient rester contaminées pendant des générations. Les familles investissaient leurs économies dans des maisons qui pourraient perdre de la valeur si la contamination était officiellement reconnue. Les résidents âgés qui avaient vécu l'accident initial voyaient leurs petits-enfants confrontés aux mêmes menaces environnementales non résolues. L'incendie de Woolsey avait donné un aperçu de l'avenir de Santa Susana dans le contexte du changement climatique. Des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de mobiliser la contamination enfouie et de la propager dans les zones urbaines. Des évacuations d'urgence qui pourraient être nécessaires à plusieurs reprises à mesure que les saisons des incendies s'allongent et s'intensifient. Une surveillance environnementale qui serait nécessaire indéfiniment pour suivre la migration de la contamination. Mais l'héritage le plus profond de Santa Susana n'était ni technique ni environnemental. Il s'agissait de l'érosion systématique de la responsabilité démocratique face aux risques technologiques. Le modèle de secret, de déni et de retard qui caractérisait la prise de décision nucléaire depuis les années 1940, la préférence institutionnelle pour la gestion de la perception du public plutôt que pour la sécurité publique. 66 ans après la fusion d'un réacteur à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Los Angeles, les questions fondamentales restaient sans réponse. Quelle quantité de radiation avait réellement été libérée? Quelles étaient les conséquences à long terme sur la santé? Quand la contamination serait-elle entièrement nettoyée? Et à qui pouvait-on faire confiance pour fournir des réponses honnêtes? Alors que nous terminons cette histoire, pensez à votre propre communauté. Quelles installations industrielles opèrent à proximité? Quels risques environnementaux vous a-t-on dit être acceptables?
À quelles informations avez-vous accès et quelles décisions sont prises pour vous dans les salles de réunion des entreprises et les bureaux du gouvernement? Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que la transparence n'est pas un luxe dans une société technologique, mais une condition préalable à la survie. La prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'un accident nucléaire, un déversement de produits chimiques ou une catastrophe industrielle ne présente aucun risque significatif, souvenez-vous de Santa Susana. Souvenez-vous combien de temps la vérité peut rester enfouie. Et souvenez-vous que le prix du secret institutionnel est toujours payé par les communautés qui n'ont pas leur mot à dire dans la décision initiale. Cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous pensez que nous devons continuer à déterrer ces histoires enfouies. Et dites-nous dans les commentaires, quelle catastrophe environnementale cachée pourrait se cacher dans votre jardin? Car en Amérique, ce que vous ignorez au sujet des accidents nucléaires peut vraiment vous nuire.